Bonjour et bienvenue dans Terre d'Asphalte, au sommaire de ce 20e numéro, un best-of avec les 3 essais phares depuis l'été dernier. On commence tout de suite par la Peugeot 308. C'est sur les exigeantes routes des cols alsaciens que Peugeot a choisi de nous faire essayer sa nouvelle 308, une berline véritablement revue de fond en comble. Sur le segment le plus représenté sur les routes européennes, Peugeot joue plus que jamais la carte de la qualité pour sa nouvelle 308. Des lignes racées, un équipement très riche et un intérieur qui fleure bon le premium viennent compléter un plaisir de conduite qui n'a pas usurpé son appellation. Une autre nouveauté, et non des moindres, est à chercher dans la symbolique, avec pour la première fois une auto qui ne change pas de numéro chez la marque au Lion. La 308 est remplacée par la nouvelle 308, un véritable changement. Alors on a effectivement décidé de stabiliser notre système d'appellation avec l'arrivée de la nouvelle 308. Alors pourquoi ? Eh bien parce qu'on a voulu donner plus de stabilité et de lecture facile pour les clients à nos modèles. Donc on a décidé de façon mondiale, internationale, de stabiliser notre système d'appellation au numéro 8, de façon à ce que les clients aient une lecture beaucoup plus immédiate et une identification beaucoup plus immédiate de nos différents modèles. Le style de la nouvelle 308 est totalement changé. Plus basse, plus courte et plus légère de presque 140 kg, sa ligne générale lui confère une certaine sportivité renforcée à l'avant par les optiques full LED sur notre finition. Avec les feux diurnes en guise de paupières de phare, la signature lumineuse de la 308 est facilement reconnaissable de face. À la base du bouclier, le chrome est également présent aux abords des clignotants à LED, eux aussi, et des anti-brouillards. Le capot nervuré avec ses arêtes marquées et la calandre entourée de chrome marque la rupture avec la précédente génération de la 308. Nos jolies jantes de 18 pouces remplissent parfaitement les passages de roue. De profil, la silhouette semble plus compacte que jamais pour cette auto de 4,25 m. La surface de vitrage reste tout de même importante et est entièrement entourée de chrome comme on s'y attend sur des autos premium. L'arrière n'est pas oublié, avec un travail remarqué là aussi, pour mettre en exergue les larges voies de la 308. C'est sans doute cette ligne trapue qui se remarque le plus au premier coup d'œil. On note l'idée des feux de la 208 qui est reprise, avec cette forme de crosse sur les côtés, et à l'arrière, les 3 griffes pour une signature lumineuse reconnaissable entre toutes. Ces feux à LED sont de série sur toutes les finitions. Alors sur la 308, on a décidé d'engager un style qu'on a voulu avant tout très pur et très qualitatif. Donc vous voyez que les lignes de la voiture sont pures, il n'y a pas de gros, il n'y a pas de détails scabreux si je puis dire sur la carrosserie de la voiture. On a voulu quelque chose de très pur, de très qualitatif et en même temps qui nous projette dans un monde, on va dire, premium, qui est vraiment l'objectif de cette voiture. Alors l'autre point, c'est qu'on a voulu également que le style de cette voiture soit le plus technologique possible. Alors il y a un détail qui, à mon avis, parle très bien et parle tout seul sur ce point, ce sont les projecteurs avec l'inauguration sur ce modèle de projecteurs full LED, qui est une première mondiale et en série, qui est une première mondiale dans ce segment. Si l'extérieur étonne, l'intérieur impressionne, non pas par la place disponible à l'arrière et à l'avant pour s'y sentir bien, mais par le poste de conduite et la console centrale. On retrouve, comme sur la 208, le petit volant et le tableau de bord en position tête haute. Là encore, selon votre morphologie, la lecture des informations sur l'écran au centre du tableau de bord ne sera pas forcément évidente. Pour l'originalité, on remarque l'aiguille du compte-tours qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le plus beau est à venir avec une console centrale très épurée. Un grand écran tactile de 9,7 pouces donne accès à toutes les fonctions. Le réglage de la climatisation, la cartographie pour la navigation, les réglages des aides à la conduite et les applications connectées. L'utilisation est simple et rapide, on regrette seulement le temps d'accès aux applications, dont celle du célèbre Coyote intégré à notre 308. Aucun bouton ne vient parasiter cet espace, tout est accessible avec ce bel écran. En dessous, le lecteur CD est accompagné d'un unique bouton pour le son qui rappelle ceux vus en hi-fi. Quelques fonctions indispensables et connectiques se placent devant le joli levier de vitesse. Pour le confort, notre 308 était équipé d'un toit panoramique avec un rideau pour se protéger du soleil les jours de forte chaleur.
Alors on a vraiment une volonté d'avoir des intérieurs, des planches de bord qui soient à la fois en rupture par rapport à ce que font les concurrents et qui soient à la fois tout en continuité et vraiment dans l'esprit de Peugeot. Alors ce qu'on a fait effectivement dans cet intérieur, ce poste de conduite qu'on appelle iCockpit, pour vraiment désigner que c'est une volonté et en même temps c'est une ligne. On a inauguré avec 208, avec 2008 et qu'on prolonge sur 308 en allant encore plus loin. Ce qu'on a vraiment voulu faire avec cet intérieur, c'est un intérieur qui soit à la fois orienté vers le conducteur, très technologique, très ergonomique, très simple, très fluide et très esthétique. Une pression sur le bouton Start-Stop et nous voilà en route avec la nouvelle 308 et son moteur 1.6 THP de 155 chevaux. On retrouve toute la souplesse et la discrétion de cette motorisation essence à une allure modérée. Les montées en régime sont assez vives et la boîte de vitesse agréable pour une conduite quotidienne. Construite sur la nouvelle plateforme EMP2 qui permet de rapprocher les roues des coins de l'auto, la tenue de route est d'un haut niveau même si le train arrière n'est qu'une traverse déformable. Le guidage est précis et la remontée d'informations au volant très pertinente pour une conduite plus engagée. La nouvelle 308 ne sourire pas le moins du monde et les appuis sont francs. L'auto se place comme on le souhaite, aidé en cela par le petit volant qui favorise les mouvements rapides. L'autre point remarquable est l'amortissement. Malgré notre monte en 18 pouces, même si cela est ferme, ce n'est pas sec pour autant et le roulis est très limité dans les virages négociés à bonne allure. La nouvelle 308 n'augure que des bonnes choses pour sa future version sportive. Amortissement, freinage et tenue de route, le tout forme un triptyque parfaitement homogène qui donne le sourire à la conduite et confirme toutes les promesses faites par cette 308 lorsqu'on regardait sa silhouette musclée et dynamique. En dehors du tableau de bord pas forcément très visible selon votre morphologie, à la conduite, la nouvelle 308 marque une véritable rupture avec la précédente génération. Peugeot avait lancé sa montée en qualité avec la nouvelle 208 qui remplaçait avec style la vieillissante 207. La marque au lion persiste avec une nouvelle 308 qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. La deuxième génération de la 308 propose des lignes racées, un intérieur aussi sobre qu'élégant et une dynamique de conduite de haut niveau pour celui qui aime conduire ou plus simplement pour la sécurité au quotidien. Le plus intéressant dans tout ceci est que finalement, si la qualité perçue fait un impressionnant bond en avant, le tarif reste tout à fait compétitif pour une gamme qui débute à 17 800 € pour aller jusqu'à 28 350 € hors option. Notre nouvelle 308 1.6 THP de 155 chevaux en finition féline est à 27 500 €. On peut par exemple hésiter avec la Ford Focus 1.6 EcoBoost de 150 chevaux titanium à partir de 24 450 €, la Volkswagen Golf 1.4 TSI de 140 chevaux Cara à partir de 27 130 €, ou encore la Renault Mégane 1.2 Energy TCE de 130 chevaux Bose à partir de 25 670 €. De notre côté, on aime bien le style intérieur très épuré et pratique, les qualités dynamiques de haut rang, la montée en qualité très réussie, et on aime un peu moins la lenteur d'accès aux apps connectées, la visibilité réduite par la lunette arrière et la sonorité du rappel du clignotant. On termine avec la fiche technique de la Peugeot 308 1.6 THP de 155 chevaux, disponible à partir de 27 500 €. Sa puissance est de 155 chevaux à 6000 tours par minute, son couple de 240 Nm à 1400 tours par minute, ses émissions de CO2 sont de 129 g par km, sa masse de 1165 kg avec les pleins, sa consommation mixte de 5,5 litres au 100 km, son volume de coffre va de 470 à 1309 litres, le 0 à 100 en 8 secondes et le 80 à 120 en 10,3 secondes en cinquième, l'avant-dernier rapport. Une toute nouvelle moto pour un tout nouveau moteur, l'exercice est rare chez les constructeurs. Yamaha lance sa MT-09, l'excellente surprise de la rentrée. Depuis 1980 et la XS 850, il n'y avait plus de 3 cylindres 4 temps dans la gamme Yamaha. Cette lacune est réparée avec cette nouveauté qu'est la MT-09. MT parce que comme la MT-01 en 2005 et la MT-03 en 2006, elle est très décalée et passionnelle dans la gamme, et 09 en référence à sa cylindrée de presque 900 cm3, 847 exactement. Commençons par le tour de la MT-09 car la réduire à son seul moteur serait une erreur.
Son style est très différent du reste de la gamme Yamaha. Le phare unique et proéminent comprend deux feux de position en forme de parenthèse. Juste au-dessus, le contacteur à gauche et le tableau de bord à droite, décalés par rapport au centre du guidon, laissent de la place pour par exemple fixer un GPS. Le tableau de bord est entièrement numérique, il permet d'afficher l'heure, la consommation moyenne, la température ambiante, ainsi que le mode de conduite sélectionné, standard, A ou B. Le commodo droit a un petit bouton mode pour le changer même en roulant. Le centre du guidon est parfaitement dégagé, un peu comme sur un supermotard. D'ailleurs, les mains sont assez hautes. Le réservoir de seulement 14 litres a une forme idéale pour placer ses genoux pour à la fois parfaitement tenir la machine et profiter de son étroitesse. On note pour le style la bande sur toute la longueur. Dans la continuité, la selle étroite et peu épaisse pour bien poser les pieds au sol s'est révélée confortable sur les 300 km parcourus. On note l'astucieux cache pour protéger sa serrure, malheureusement il n'y a que très peu de place en dessous de cette selle. Tout au bout, la forme du feu n'est pas sans rappeler celui de la MT-01. Plus bas, on remarque le joli bras oscillant en alu avec l'amortisseur central réglable en précharge et en détente. Vient la pièce maîtresse, le fameux 3 cylindres. Légèrement proéminent sur sa gauche, il permet toutefois à la MT-09 d'avoir une belle finesse. Le collecteur 3 en 1 en zigzag complète la ligne dynamique de cette machine. Enfin, on s'attarde un instant à l'avant sur l'étrier de frein à montage radial au bout de la fourche inversée de 41 mm. L'ensemble est lié par un joli cadre en aluminium mis en exergue. Indéniablement, la MT-09 est une machine à la finition soignée et à la conception rigoureuse qu'on prend plaisir à détailler. En selle, avec les mains assez hautes et les pieds un peu bas, la position semble très confortable et cela se confirmera au cours de l'essai avec une assise naturelle, pas trop en appui sur les poignets. Facile à faible allure, la MT-09 se laisse aisément emmener pour une balade paisible sur ces routes de montagne croates qui ont la particularité en cette saison, au sud de Split, d'être très poussiéreuses et donc glissantes. La MT-09 se laisse mener avec facilité sur un filet de gaz tant qu'on reste sur le mode B, et ce jusqu'à 6000 tours par minute. Sa maniabilité est une réussite, tout comme sa facilité de prise en main qui devrait plaire au plus grand nombre, débutants comme confirmés. Le filet de gaz est par contre très compliqué à trouver en mode standard et impossible en mode A. En effet, la Yamaha propose 3 modes très différents. Ce qui change, c'est la réponse à la rotation de la poignée. En mode A, le plus sportif, elle est immédiate quel que soit le régime moteur ou presque. Attention aux dérobades de l'arrière lorsqu'on ouvre en grand, car le 3 pattes n'est pas avare en couple même à 2000 tours par minute. Le brouhaha est là, et en ajoute une bonne louche lorsqu'on passe la barre des 6000 tours par minute, avec une poussée franche accompagnée par une musique profonde mais sans petits sifflements comme chez la concurrence anglaise. Pour les moments plus dynamiques, on apprécie la rigidité du cadre et la sensation de légèreté au guidon. Vive et réactive, la MT-09 est très joueuse. Seule sa suspension arrière, un poil trop souple et contrariante lorsqu'on rencontre une compression ou comme ici des routes souvent très bosselées. Nul doute que Yamaha va nous proposer une version SP pour pallier ceci. L'autre agréable découverte est le freinage puissant et malgré tout très progressif depuis la prise du levier jusqu'à l'arrêt. Finalement, cette machine semble capable de tout, de la balade bucolique à la bagarre sur circuit. Cela faisait longtemps qu'un tel sentiment de polyvalence n'était pas apparu sur l'essai d'une nouveauté. Plus légère, plus puissante et coupleuse que la FZ8, la MT-09 offre aussi la même garde au sol que la R6, 51 degrés d'angle, d'après Yamaha, un véritable jouet. Reste la question de la consommation avec un tel joujou parce qu'avec 14 litres, on est en dessous des autres rosters. On comptait 6 litres au 100 sur le plein qu'on a fait pour une conduite variée et en passant la réserve vers 190 km, ce qui est finalement assez rassurant pour un usage courant. On voulait un niveau de performance, on voulait une compacité, on voulait une légèreté et tout de même du muscle. Et finalement, le 850, la cylindrée définitive est ce qu'on a su en dernier. Force est de constater que cette MT-09 tranche énormément dans son approche avec le reste de la production de la marque. À la conduite, face à la concurrence anglaise, la Yamaha semble plus puissante que la Street Triple et plus légère que la Speed Triple. Ou moins puissante que celle-ci et un peu plus lourde que la première, au choix. Quoi qu'il en soit, elle propose le meilleur des deux, avec en prime une sonorité différente même si le 3 cylindres est toujours parfaitement reconnaissable. La marque est tellement enthousiaste avec sa nouvelle MT que Yamaha Motor France va lancer un Challenge 9, une sorte de championnat multidiscipline pour Gentleman Rider. Vous ne deviendrez pas le futur Lorenzo ou Rossi, mais le plaisir devrait être au rendez-vous.
Quoi qu'il en soit, la démarche MT est une démarche principalement fondée sur la passion plus que sur la raison, un vrai moment de plaisir par les temps qui courent. Une jolie démarche qui sans nul doute devrait plaire. On peut hésiter avec la Triumph Street Triple 675, voire la Speed Triple 1050, ou la MV Agusta Brutal 800. De notre côté, on aime bien le moteur réactif et vigoureux, les 3 modes très distincts, le freinage puissant et progressif. On aime un petit peu moins le fait qu'il n'y ait pas de filet de gaz en mode standard et A, l'amortisseur arrière trop souple, le peu de place sous la selle. On termine avec la fiche technique de la Yamaha MT-09, disponible en octobre 2013 à partir de 7 799 € et en novembre avec l'ABS pour 8 299 €. Sa puissance est de 115 chevaux à 10 000 tours par minute, son couple de 87,5 Nm à 8500 tours par minute, le frein avant comprend 2 disques de 298 mm, le frein arrière un disque de 245 mm, le pneu avant est un 120/70 17 pouces, le pneu arrière est un 180/55 17 pouces, la hauteur de selle est à 815 mm, le poids de 188 kg avec les pleins, 3 kg de plus pour l'ABS, et le réservoir de 14 litres. Mazda poursuit ses changements avec l'arrivée de la toute nouvelle Mazda 3. La rupture est totale sur cette Mazda et pas seulement esthétique. On se souvient du concept Shinari qui initia le style Kodo appliqué depuis au CX-5 puis à la Mazda 6 avant d'arriver sur cette nouvelle Mazda 3. L'idée est de donner du dynamisme à ces lignes qui tranchent énormément avec la précédente génération. Et typiquement sur la Mazda 3, on a un véhicule beaucoup plus dynamique, beaucoup plus racé que par exemple la Mazda 6 qui est plus dans l'élégance et le CX-5 qui est plus dans la force nécessaire pour les SUV. Les nervures marquées du capot convergent toutes vers une large calandre noire. Celle-ci est entièrement soulignée par un trait chromé qui remonte de part et d'autre jusqu'à la naissance des optiques. Tout en longueur, les phares plongent vers l'avant et donnent à cette Mazda 3 un air assez sévère ou tout au moins déterminé qu'on les regarde de face ou de profil. À la base du bouclier se place au centre la calandre avec son volet actif qui fait varier le flux d'air entrant dans le compartiment moteur ainsi que les clignotants et projecteurs de chaque côté. L'avant large et pas trop haut donne à cette Mazda 3 une certaine sportivité qu'on retrouve bien sûr à l'arrière. Les longs feux ne sont pas trop volumineux, le haillon a de nombreuses arêtes pour éviter les grandes surfaces, et la ligne de toit descend légèrement pour se terminer par un petit béquet. Ces traits dynamiques sont encore plus visibles de profil. À l'intérieur, on trouve un bel espace à l'avant comme à l'arrière, et ici une sellerie claire qui éclaircit l'habitacle. Le coffre propose un bon volume et est facilement logeable. Mais le principal intérêt de la nouvelle Mazda 3 est dans son équipement totalement modifié. Le but était d'avoir moins de boutons que sur la précédente génération, d'un côté il n'y avait pas de mal. Dorénavant, les principales fonctionnalités sont accessibles via l'écran tactile de 7 pouces en haut de la console centrale et un affichage tête haute est proposé pour la vitesse et certaines informations comme la navigation par exemple. Alors la grande nouveauté de la nouvelle Mazda 3, c'est une nouvelle planche de bord qui est en termes de qualité perçue au plus haut standard du segment, mais qui a deux innovations importantes dans le segment. D'une part, effectivement, un affichage tête haute que l'on voit soit chez des marques premium, soit dans des véhicules de plus haute gamme. Et elle intègre un écran 7 pouces qui est un écran particulier qui offre une connectivité des plus développées actuellement. C'est un écran qui a été pensé pour préserver la sécurité lorsque le véhicule roule, donc il est tactile à l'arrêt, mais il est manipulable au travers d'une molette dès que le véhicule roule, mais ça permet de garder les yeux sur la route et de ne pas se concentrer sur autre chose que la conduite. L'écran de 7 pouces donne accès à la téléphonie, la navigation ou encore les applications connectées. Placé haut pour ne pas devoir baisser les yeux, il peut être commandé vocalement ou par une molette juste devant la coudoir centrale, comme ici pour accéder à l'application de la consommation par exemple, ou de façon tactile avec ici la navigation GPS parfaitement lisible sur ce grand écran. L'ensemble est simple d'utilisation et fonctionnel. Ce qui est moins pratique, c'est l'affichage de la vitesse dans le coin inférieur droit du grand contour au centre du tableau de bord, comme dans une voiture de sport. Du coup, l'afficheur tête haute est très utile.
Pas de changement pour la motorisation diesel puisqu'on retrouve le 2,2 litres Skyactiv D de 150 chevaux qui n'émet que 107 grammes par kilomètre de CO2 malgré sa cylindrée. Au lancement de la Mazda 3, nous aurons principalement 3 motorisations disponibles. Le moteur diesel 150 chevaux qui existe déjà sur la Mazda 6 et le CX-5, qui lui donne d'excellentes performances et avec des consommations et des émissions très contenues. Et nous avons 2 moteurs essence, un 120 chevaux et un 165 chevaux. Ça va nous permettre de couvrir le haut du segment. Dans le futur, d'ici un peu plus d'un an, nous aurons effectivement un moteur essence Skyactiv 1,5 litre, mais il faudra attendre un petit peu. À la conduite, le bloc diesel 2,2 litres, ici associé à une boîte automatique à 6 rapports, offre une excellente souplesse avec son important couple de 380 Nm dès 1800 tours par minute. La boîte auto n'est pas à double embrayage, mais ses changements de rapport sont rapides et discrets à la montée et particulièrement à la descente, où il faut y prêter attention pour s'en rendre compte. Confortable et globalement bien amortie, la nouvelle Mazda 3 profite d'une direction assez neutre pour une conduite agréable au quotidien. Elle n'est sans doute pas aussi incisive que ses principales concurrentes, ni aussi réactive dans les enchaînements de virages, mais elle offre un excellent agrément de conduite dans la plupart des situations rencontrées. Dans cette optique de polyvalence, elle est d'ailleurs équipée de l'aide au freinage d'urgence comme la Mazda 6, du freinage en ville sous les 30 km/h ou encore d'une alerte de véhicule en approche. Le gain en dynamisme annoncé par ces lignes se ressent donc à la conduite, faisant de la nouvelle Mazda 3 une voiture agréable à regarder, à conduire et à utiliser avec une interface bien plus simple et fonctionnelle. Il ne lui manque qu'un comportement un peu plus réactif pour viser le haut du segment. Sa nouvelle ligne répondant au design Kodo apporte un style très remarqué dans un segment généralement assez morose, surtout avec ce coloris rouge malheureusement un peu plus cher que les autres. La nouvelle Mazda 3 est avant tout une voiture homogène qui ne pêche réellement sur aucun point et qui fait un net bond en avant face à la précédente génération. On peut hésiter avec la Volkswagen Golf 2 litres TDI de 150 chevaux à partir de 27 130 €, la Ford Focus 2 litres TDCi de 140 chevaux à partir de 26 050 € ou encore la Peugeot 308 1,6 litre IHDI de 115 chevaux à partir de 24 300 €. De notre côté, on aime bien le style Kodo, remarqué surtout en rouge, l'ergonomie intérieure bien plus facile, l'homogénéité générale de la voiture, et on aime un peu moins la vitesse peu visible au tableau de bord, la réactivité du châssis face à la concurrence et l'absence d'un moteur diesel plus petit. On termine par la fiche technique de la Mazda 3 2 litres de Skyactiv D 150, disponible à partir de 27 200 € plus 650 € pour cette peinture rouge. Sa puissance est de 150 chevaux à 4500 tours par minute, son couple de 380 Nm à 1800 tours par minute, ses émissions de CO2 de 107 grammes par kilomètre, sa masse de 1330 kg à vide, sa consommation mixte de 4,1 litres au 100, le volume de coffre de 364 à 1263 litres, elle abat le 0 à 100 en 8 secondes 1 et la boîte automatique à 6 rapports est à 2000 €. Et voilà, c'est terminé pour ce 20e numéro de Terre d'Asphalte. On se retrouve sur la même chaîne à la même heure le 17 janvier pour de nouveaux essais. Bonne route à tous et à bientôt!